Donc, je suis Lionel Lapierre, je vais vous présenter l'avancement du projet étendard Aleïn, qui est donc consacré au développement d'un système robotisé pour faire de l'exploration karstique. Donc, je vais rapidement balayer les généralités sur le projet avant d'arriver et de vous montrer les derniers résultats que nous avons obtenus et ce vers quoi nous allons. Donc, tout d'abord, le karst. Eh bien, le karst, c'est ces formations géologiques qui sont dues à une dissolution des plateaux calcaires schisteux, marneux ou marbre dus à l'eau et qui font qu'on a une apparition de ces cavités souterraines qui sont ensuite creusées par les écoulements d'eau. Et dans ces régions-là est le lieu de la ressource de l'eau souterraine, ressource qu'on va essayer de venir caractériser en vue d'une exploitation future. Donc le karst, je continue. Donc le karst est à l'origine de ces paysages monumentaux. Donc là, on est en surface, bien sûr. Donc on a toutes ces caractéristiques géologiques-là. Et au fur et à mesure qu'on descend sous terre, l'eau devient présente jusqu'à, ici vous avez une image du gouffre de Gournéras, dans lequel nous avons fait nos premières expérimentations. Donc ce sont vraiment des régions monumentales dans lesquelles on a des volumes en eau éventuellement exploitables qu'il nous faut pouvoir caractériser. Donc quand on parle de visite karstique, il s'agit de cette vidéo. Ah. Non. Bon, qui ne veut pas démarrer, c'est pas très grave. On va passer à la suite. Voilà, donc par exemple ici, une idée, la fontaine de Vaucluse, qui est la plus grande résurgence karstique en Europe, qui peut avoir des variations saisonnières extrêmement importantes. Et donc la caractérisation de ces variations saisonnières est un élément important pour envisager une exploitation de ces eaux souterraines. Donc 50% de l'alimentation de l'eau potable en France est d'origine souterraine. Alors qu'elle soit pompée en souterrain ou pompée en surface, en tout cas c'est le résultat de cette présence karstique. Et la région de Montpellier, et en particulier le bassin versant de Montpellier, c'est-à-dire entre l'Hérault et le Vidourle, est un exemple emblématique de tout ce qui se passe dans la région méditerranéenne. Je vous montrerai pourquoi par la suite. Mais aussi un lieu d'étude extrêmement important. Historiquement, ça s'explique. Le professeur Avias était là dans les années 60. C'est lui qui a mis en place la station Avias, qui alimente maintenant l'agglomération de Montpellier au travers des sources du Lez et qui va pomper cette eau dans le Lez, dans un énorme réseau karstique, dont un des objectifs d'Aleïn est de venir caractériser ce réseau-là aussi. Donc là, nos collègues d'HSM, Hydrosciences Montpellier, installent des réseaux de capteurs, c'est l'observatoire Médicis, dans tout le bassin versant montpelliérain, pour venir essayer de caractériser l'état de ce karst. Donc, karst plein d'eau, qui effectivement est intéressant du point de vue de l'exploitation des ressources en eau, mais qui est aussi l'enjeu de transfert de charges importants et qui provoque des inondations catastrophiques lors des épisodes cévenols que nous connaissons. Ici, un zoom plus particulier sur l'exploitation des sources du Lez. La problématique, je comprends bien ici, vous avez ici la zone connue des sources du Lez. À l'origine, les Romains exploitaient déjà la source, mais à son exurgence, à sa sortie. Donc tout ceci a été cartographié par des plongeurs jusqu'à trouver ici une chambre dans laquelle il est judicieux de venir installer la station qui porte le nom de Jacques Avias, la station Avias, et qui vient pomper par 50 mètres de profondeur l'eau qui ensuite alimente Montpellier. Or il se trouve que pendant cette exploration-là, un plongeur qui n'a pas trop suivi les directives, il s'est fait taper sur les doigts après, mais il est allé se balader par là et il a découvert une immense réservoir potentiel ici. Et là, il était en limite de plongée, de profil de plongée qui avait été défini durant la mission, mais les plongeurs spéléo sont assez indécrottables, donc il était quand même allé voir là-dedans. Et ce réservoir potentiel pourrait être intéressant pour venir installer directement le pompage ici, ce qui limiterait les variations saisonnières. Et en été, maintenant, à cause de la croissance montpelliéraine, on prend l'eau du Baronne. C'est-à-dire que la source du karst, la source du Lez, actuellement, ne suffit plus pour alimenter l'agglomération de Montpellier en été. Et donc tout l'enjeu ici est de venir cartographier cette zone, non seulement pour voir si
ce réservoir est bien présent et qu'on peut venir y pomper. Mais il ne faut pas oublier non plus que tout ce réseau karstique, tout cet hydrosystème souterrain, fait que si on vient pomper un excédent ici, on diminue les pressions qu'on va retrouver sur les exurgences karstiques qui se retrouvent éventuellement en mer, dans lequel il peut y avoir des pompages littoraux, et ce qui peut provoquer une remontée du biseau salé et venir contaminer les pompages littoraux. Donc il s'agit vraiment de comprendre la dynamique de tout ce réseau hydraulique souterrain pour pouvoir gérer au mieux la ressource, ce qu'on appelle la gestion active de la ressource, c'est ce que fait l'agglo de Montpellier, partenaire du projet, mais aussi prévoir les conséquences d'un pompage excessif qu'un pompage excessif aurait sur les pompages littoraux. Autre aspect du karst, le problème des crues soudaines lors des épisodes sévenols que nous connaissons ici, mes vidéos ne démarrent pas, mais c'est pas très grave, qui fait que ce karst se gorge d'eau et d'un seul coup va restituer cette grande quantité d'eau dans des endroits où c'est pas prévu. Par exemple, au centre de Montpellier. Bon, ça c'est les crues du Lez, mais on a eu aussi le Verdançon qui est venu déverser et qui a inondé des endroits de Montpellier qui n'étaient pas prévus pour. Donc il s'agit effectivement de prévoir non seulement ces transferts de charges et de savoir et d'essayer de prévoir ces montées des eaux soudaines, mais aussi comprendre la dynamique globale de ce réseau du point de vue de la ressource, du point de vue du risque hydrogéologique et du point de vue des contaminations potentielles qui peuvent se répercuter. Un camion qui verse dans les hauts-cantons, combien de temps on a avant que ces polluants viennent venir contaminer la source du Lez, puisque tout ce bassin versant, on sait que le karst est en lien et que les grands réseaux karstiques sont en lien entre eux. Autre problématique, les problématiques de skin hole, où d'un seul coup on va voir apparaître d'énormes trous qui vont apparaître soudainement parce que dessous on a une rivière souterraine qui est venue creuser et qui est venue gratter dessous, donc ici en pleine ville. Ici, là c'est un autre problème, c'est au bord de la mer Morte en Israël où la mer Morte est en train de se dessaler. Et donc cette diminution de la concentration de sel fait que les structures salines qui tiennent toute cette croûte-là se dissolvent et on voit apparaître ces trous avec des hôtels entiers qui disparaissent dans ces énormes trous, dans ces énormes skin holes, ou autrement appelés cénotes, qui sont les cénotes, ce sont ce type de structures géologiques qu'on retrouve au Mexique. Donc les enjeux, c'est non seulement donc la prospection, la préservation et la gestion de la ressource en eau, mais aussi la gestion du risque hydrogéologique. Pourquoi Montpellier est un exemple emblématique de tout ce qui se passe autour de la Méditerranée? Eh bien, il se trouve que pendant le Pliocène, il y a quelques millions d'années, la Méditerranée s'est asséchée et la karstification, cette dissolution de ces plateaux calcaires, s'est produite jusqu'à 2000 mètres, jusqu'à 1500 mètres par rapport au niveau actuel, et on retrouve ces énormes réseaux karstiques jusqu'à 1500 mètres de fond. On suppose qu'on les retrouve. Pour l'instant, on n'est jamais allé y voir. Mais c'est ce qui fait que toute cette eau qu'on vient exploiter et qui est en surface du réseau est aussi en contact avec un réseau profond qui est potentiellement très gros. Et la source du Lez, par exemple, peut risquer un désamorçage. Un pompage excessif, hein, c'est un réseau hydraulique, un pompage excessif pourrait provoquer une entrée d'air dans le réseau et le passage de cette eau par des réseaux beaucoup plus profonds. Et donc ensuite, le niveau de la mer est remonté jusqu'à son niveau maximal que vous voyez ici, et ce qui fait que tout le plateau méditerranéen est l'enjeu de ces mêmes problématiques qu'on retrouve à Montpellier. C'est pour ça que Montpellier est un exemple emblématique de ces problématiques karstiques qu'on retrouve partout dans le bassin méditerranéen, mais aussi pour d'autres raisons géologiques partout dans le monde en fait. Et je pars demain en Chine pour présenter le projet, pour voir si nos partenaires chinois seraient intéressés pour nous accompagner sur ce projet. Donc il faut aller y voir. Il faut aller voir ce karst pour comprendre globalement la dynamique de ces réseaux, comment ces réseaux évoluent avec le temps, comment ces réseaux évoluent avec les conditions météorologiques, etc. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on vient visiter le karst. Pour vous donner un exemple de la difficulté que cela représente, je vous ai fait un petit historique de ce qui s'est passé dans la fontaine de Vaucluse à partir de 67. Fontaine de Vaucluse, une fontaine emblématique, hein,
a toujours cherché un trésor au fond. On l'a plus ou moins trouvé. On a trouvé des pièces de monnaie romaine, on a trouvé une barque au fond, enfin, on a trouvé plein de trucs. Mais en 67, le commandant Cousteau, avec Deleuze, le fondateur de la COMEX, ont commencé à développer des systèmes pour venir descendre dans cette fontaine de Vaucluse, et ont développé le Télénote, qui a réussi à descendre en 67 jusqu'à 106 mètres de fond. Et par la suite, pour améliorer ce record-là, on a développé le Sorgonote, qui est arrivé en 83 jusqu'à moins de 243 mètres de fond et est venu cartographier ce réseau jusqu'à moins de 243 mètres. Et c'est ici que les choses se compliquent. Pour dépasser ce record-là, on a développé, en partenariat avec Renault, le Sorgonote 2, qui s'est perdu par 233 mètres de fond. D'un seul coup, l'image a disparu, on a cru qu'il avait implosé, non, il était toujours là. Mais il s'est perdu par 233 mètres de fond. Alors on a développé le Sorgonote 3, pour aller le récupérer. Le Sorgonote 3 s'est perdu par 150 mètres de fond. Il est venu se prendre dans le câble du Sorgonote 2. Toujours pareil. Donc on a développé le Sorgonote 4, qui est venu se perdre un peu plus haut, et on s'est retrouvé avec ces 3 robots qui venaient encombrer la source, et qui la rendaient complètement inexploitable pour l'exploration. Tout ça à cause des câbles. Alors, des lignes de vie des plongeurs, c'était le problème pour le Sorgonote 1, du câble du Sorgonote 2 qui a causé l'échec du Sorgonote 3, du Sorgonote 4, etc. Donc, on a dû envoyer des plongeurs pour vider la cavité. Et enfin, alors en 85, le Modexa a touché le fond par moins de 315 mètres, mais le Spéléonote de la Société de spéléologie de la Fontaine de Vaucluse a aussi touché à 315 mètres de fond en 89. On a ensuite développé des engins avec une suite de capteurs beaucoup plus performants pour faire une cartographie plus précise. Et le Spéléonote 3 fut perdu à 164 mètres de fond en 96. Là, la COMEX, qui était partenaire du projet, a envoyé un nouveau robot pour venir le récupérer, qui a été lui aussi perdu. Exactement pour les mêmes raisons, qui s'est perdu dans le câble du précédent. Donc, si on veut pouvoir faire, donc il a été aussi récupéré par des plongeurs, et là se pose la question de la prise de risque que prennent ces plongeurs pour venir récupérer des robots qui sont censés pouvoir faire l'exploration karstique et sans risque. Mais il fallait quand même vider la cavité pour pouvoir continuer l'exploration. Donc, conclusion, si on veut exploiter le karst, il faut gérer son câble. 6 câbles, il doit y avoir. On en parlera plus tard. D'autres choses se sont passées, bien sûr, en Europe. Il y a eu l'exploration du Pozzo del Moro avec plusieurs robots qui ont réussi. Alors, la topo n'est pas complète, là, à cartographier jusqu'à moins 392 mètres ce gouffre gigantesque en Italie. D'autres se sont intéressés aussi à cette exploration karstique dans un contexte très particulier, c'est l'exploration de cénotes. Les cénotes sont ces curiosités géologiques complètement verticales qu'on retrouve au Mexique. Et l'équipe de Millstone aux États-Unis, financée par la NASA, ont développé cet engin muni de 46 échosondeurs qui viennent. Cet engin est complètement autonome, c'est ce qui fait sa particularité, mais la facilité que représente une exploration uniquement verticale fait qu'on peut le rendre autonome. Et c'est une brique, quand même, c'est une étape extrêmement importante pour la question de l'exploration karstique. Alors, ce système-là est non seulement là pour explorer les cénotes, mais comme le font les Américains, l'objectif final est de venir explorer les lunes de Jupiter, les cavités dans les lunes de Jupiter, et c'est donc ça l'objectif final du développement de cet engin. Il n'est pas fait pour le karst, il n'est pas fait pour la question de la ressource en eau. Autre projet particulièrement intéressant, l'UNEX Mine, où là il s'agit de développer un système pour venir explorer les anciennes mines inondées pour voir s'il serait intéressant de les réouvrir pour une exploitation ultérieure, venir pomper, venir à nouveau retrouver les filons qui ont été perdus. Et voici maintenant la proposition alliée, qui consiste donc à venir faire cette exploration karstique, mais avec une stratégie particulière, qui consiste à mettre le robot dans la cavité. Ce robot est muni de son câble, dirigé par un opérateur, parce que nous pensons que dans cet environnement-là, il est illusoire de pouvoir progresser et de pouvoir prendre des décisions quant à savoir ce qui est intéressant ou pas, sans que l'hydrogéologue soit dans la boucle. Nous, il faut que chacun reste dans son domaine de compétence. Nous sommes roboticiens, à l'hydrogéologue de décider ce qui est intéressant ou pas durant cette exploration.
Donc il faut lui fournir les informations utiles pour sa prise de décision, donc la présence d'un câble. Le problème de ce câble-là, c'est qu'il faut pouvoir le gérer. Donc le développement d'un système qui permet au robot de venir déposer son câble au fur et à mesure de sa progression. Le robot progresse et avec différents capteurs dresse la cartographie 3D du conduit, arrive au bout de sa mission, se sépare de son câble et rentre seul dans le modèle qu'il aura construit à l'aller. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, l'implémentation de tout ça, eh bien, on y est. Et on va voir jusqu'où on est. Donc, on travaille aussi sur le développement de nouveaux capteurs avec nos collègues de l'IES, le principe de la peau acoustique et de l'ombilical virtuel, pour avancer sur ce problème-là. Voici les enjeux scientifiques autour de ça. Donc, des enjeux relatifs, on va dire plutôt à la robotique, plutôt à la problématique de capteurs, là, voilà, plutôt à la problématique de capteurs. Relative à la navigation, il faut bien pouvoir se situer dans ce conduit-là, et pouvoir rentrer, dresser la carte et naviguer dedans au retour. Des problématiques de guidage, le système doit de manière autonome se déplacer dans ce conduit, se centrer dans le conduit, avancer dans la direction principale dans laquelle il y a la continuité de la galerie, construire à la volée des modèles environnementaux, faire face aux problèmes de robustesse. Par exemple, dans ces endroits-là, on peut avoir des inclusions salines ou des défauts de salinité si on est en mer, qui fait que la flottabilité de l'engin peut varier, par exemple. Si on embarque un système qui doit déposer son propre câble, il y a une variation de la masse du robot qu'il faut devoir prendre en compte, etc. Autre problème, c'est qu'en général, ces robots, surtout quand ils sont suractionnés, n'ont de sens qu'en boucle fermée. Ils ont plusieurs moteurs, ils ont plus de moteurs que nécessaire. Et par exemple, pour les faire aller tout droit, on a servi sur un cap donné, avec une centrale inertielle, ça on sait très bien faire. Sauf que dans ces environnements particuliers, on peut avoir des artefacts magnétiques, on en a rencontré, qui fait que notre boussole, subitement, elle devient complètement inopérante, elle prend 90 degrés de cap, et donc un asservissement sur le cap, c'est un échec de l'émission. Donc il faut pouvoir garantir à un moment donné qu'on va complètement ouvrir la boucle du robot, jusqu'à ce qu'on passe l'artefact magnétique. Et le robot, là, doit continuer son chemin tout droit, pendant une période de temps courte, bien évidemment, mais on doit pouvoir garantir la stabilité en boucle ouverte, ce qui, sur un robot redondant, à l'actionnement redondant, n'est pas si simple. Donc, oui. Excuse-moi, je peux me permettre de t'interrompre pour l'explication de vocabulaire. Ça veut dire quoi, ouvrir complètement la boucle du robot? Un robot, c'est que tu vas avoir des capteurs qui vont mesurer des informations sur l'environnement. Cette information-là va te permettre de calculer un contrôle, c'est-à-dire une série d'ordres à donner à tes actionneurs qui vont déplacer le robot de manière à suivre ta référence en fonction de ce que le robot mesure. Mais d'un seul coup, tes capteurs deviennent fous. Donc tu sais que tu ne peux plus compter sur eux. Par contre, il faut pouvoir garantir que dans ce cas-là, et sur une période de temps courte, le robot garde un mouvement cohérent, qui sur un horizon de temps important va nécessairement dériver par rapport à un mouvement nominal. Mais sur une courte période de temps, il faut que le robot garde un comportement cohérent. Et donc là, on ouvre la boucle quand on ne fait plus confiance à ces capteurs. Okay. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Comment tu sais que tes capteurs ont perdu la boucle? Parce que tu vas envoyer des informations à tes actionneurs, tu vas embarquer un modèle du robot qui fait que quand tu envoies telle action à tes actionneurs, tu sais qu'il doit avoir tel comportement. Tu vas tout droit, de ce coup tu prends 90 degrés de cap, c'est pas toi qui as tourné. Donc c'est qu'il y a un artefact dans l'environnement qui fait que ta boussole est fautive. Donc là, il faut surtout ouvrir la boucle et ne pas garder l'asservissement sur le cap, puisque ce cap est faux. Et donc ça, c'est vrai pour les centrales inertielles, mais c'est vrai pour tous les autres capteurs acoustiques qu'on va embarquer, notamment quand on choisit les mauvais, la première expérimentation qu'on a faite, où le capteur acoustique nous donne 80% de données incohérentes. Donc là, on ne peut plus refermer la boucle sur ce capteur-là. Mais quand bien même on a un capteur adapté, il faut s'attendre à avoir des outliers, des informations qui sont complètement aberrantes, et soit ne pas considérer cette donnée, ce qui sur un horizon de temps faible n'est pas très grave, on va prendre la donnée précédente, on connaît la dynamique du système, il ne va pas bondir pour se retrouver dans un environnement complètement inconnu en 2-3 secondes. On peut tolérer de perdre certains échantillons, mais pas sur un horizon de temps important. Donc il faut devoir caractériser tous ces capteurs-là. Et c'est aussi le travail sur lequel se penchent Franck et Mohamed
sur le développement de nouveaux capteurs acoustiques pour caractériser ce que donnent ces capteurs acoustiques dans ces milieux extrêmement confinés. Est-ce qu'on peut imaginer une certaine redondance Évidemment. Obtenir la même information avec des capteurs de nature différente. Évidemment. Vérifier l'entre-deux. Évidemment, c'est cette question-là, cette question de garantie de performance et de dependability en français, de sûreté de fonctionnement. Voilà, de sûreté de fonctionnement. Oui, on va avoir cette redondance-là. On va avoir plusieurs centrales inertielles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a, parce qu'on n'a pas repéré, un pic de courant dû au recrutement de capteurs qui rend une centrale inertielle fautive, il faut qu'une autre qui est dans un autre endroit nous donne une autre information. Si on a une différence d'information entre ces deux-là, et que ça se passe au moment où on a recruté un capteur acoustique, on sait que c'est notre capteur acoustique qui a rendu fautive cette centrale inertielle. Si à un moment donné, deux centrales inertielles deviennent fautives, alors que le robot n'a pas eu de mouvement tel que ces deux centrales inertielles devaient réagir comme ça, alors c'est un artefact de l'environnement. C'est toute cette structure décisionnelle qu'il va falloir embarquer sur le robot. Et que je vais résumer par la sûreté de fonctionnement et la garantie de performance. Ce sont ces enjeux-là qu'il faut traiter. Et là, on a besoin de monde, et c'est ce pourquoi je vais en Chine demain. Donc, voici le système qu'on a développé. Ulysse, 12 moteurs. On vous parlait de redondance, 6 suffirait. Une IMU, une caméra acoustique, un sonar profilométrique et un DVL pour mesurer la vitesse par rapport au fond, avec une architecture multicouche, peu importe, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je suis déjà bien à la bourre. Donc on développe ces deux systèmes, Ulysse qu'on a mis en œuvre dans le gouffre de Gournéras, et le Navscout qui est un scooter de plongeurs sous-marins, spéléo, sur lequel on a monté l'ensemble des capteurs du système. Donc ici, là, on va pouvoir balader l'ensemble des capteurs du système, mais avec la cohérence du mouvement que nous accordera le plongeur. Nous avons d'abord réalisé 2 expérimentations dans le gouffre de Gournéras. Voilà. Alors là, la vidéo ne va pas partir non plus, mais vous la connaissez celle-ci. Et donc, nous avons réussi surtout à cartographier ce gouffre. Ah, bon, peu importe. Je vais avancer. Voilà. On a réussi à cartographier ce gouffre et à sortir, donc, ici, c'était la connaissance qu'on avait du gouffre a priori. Donc ça a été dressé par les plongeurs avec un double décamètre, un piscimètre, une boussole. Donc voici la richesse que ce système apporte en termes de connaissances. Là, on a une vue 3D volumétrique dans laquelle on peut venir calculer des volumes, dans lequel on peut revenir avec cet instrument qui est censé avoir un comportement déterministe, donc c'est-à-dire reproduire les mêmes conditions expérimentales d'une saison à l'autre, et on peut venir effectivement calculer le volume de manière objective. C'est ce que nous demande l'agglo de Montpellier concernant la grande cavité en amont des sources du Lez. Là, tu as 300 mètres de gouffre. Et là, c'est l'entrée sur laquelle on est venu faire tourner des logiciels de Bijan, nos collègues de l'IMAG, nos collègues mathématiciens, pour avoir une idée des volumes englobants, le volume maximum et le volume minimal en fonction de l'incertitude sur les capteurs. Ici, c'est juste pour le fun, mais avec ce modèle-là, on a réussi à reconstruire une vue de la cavité de Gournéras, donc une visite virtuelle du gouffre. Bon, ça c'est plus pour le fun, il n'y a pas de prétention scientifique là derrière. S'il y a des poissons, est-ce qu'il y a des poissons, il y a des organismes vivants? Alors il n'y a pas grand-chose, mais il y a. Il y a de la vie. Il y a des robots. Il y a de la vie et quelque chose que nous demandent les hydrogéologues aussi, c'est de munir le robot d'un système de prélèvement pour venir prélever les petites bestioles qu'on pourrait éventuellement y trouver. Alors il y a les axolotes, ces espèces de lézards bizarres avec les branchies externes là, que tu vas retrouver là-dedans. Il y a des petits coquillages, il y a des araignées, il y a plein de choses bizarres, mais en très petite quantité. Et c'est des choses qui arrivent à survivre dans des conditions assez incroyables. Donc venir les prélever, c'est pas obligatoirement leur rendre service non plus. Bon. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de venir prélever. Autre, et ça c'est la dernière mission que nous avons effectuée, dans le gouffre du Durzon, nous avons repris notre Navscout
sur lequel nous avons monté un système de stéréocaméra, un système donc, de caméras qui fonctionne en stéréoscopie. On est allé visiter le gouffre, et ce qui nous intéressait là-dessus, c'était donc de monter ces caméras-là, de faire la balade dans le gouffre qui se trouve avoir la particularité d'avoir 4 cheminées verticales, dont une remonte en surface, et de voir ce que nos capteurs acoustiques, on a monté 4 échosondeurs sur le système, nous donnaient par rapport à ces cheminées-là, et si on était capable de venir faire une reconstruction photogrammétrique du gouffre dans ces conditions-là. Vous voyez, une eau particulièrement laiteuse. Là, on n'est vraiment pas dans des conditions optimales pour l'utilisation de caméras, mais dans le cas, c'est plutôt de bonnes conditions, ça. C'est ce qu'il faut voir. Et donc, est-on capable de faire de reconstruction photogrammétrique là-dessus? C'est la question qu'on s'est posée pour l'exploration du Durzon. Donc ça, c'était les données acoustiques que nous donnaient, les mesures acoustiques que nous donnaient nos 4 échosondeurs. Donc on les a traités, etc., pour arriver à reconstruire un profil de la cavité où on retrouve nos quatre cheminées, ce qui confirme la pertinence d'utilisation de ces échosondeurs-là. Ces 4 échosondeurs-là qui vont nous servir lors de la prochaine manip à venir faire du centrage avec le robot plutôt que l'utilisation de ce profilomètre trop lent pour venir faire du centrage. Voici les 2 minutes. 2 minutes. Voici les résultats des reconstructions photogrammétriques. Notamment celle-là. Donc là, c'est juste une portion de 7 mètres de la galerie. On est juste arrivé à reconstruire ça. Alors, on avait certainement des défauts d'éclairage, etc. On arrive à faire des reconstructions photogrammétriques de ces zones-là. Maintenant, est-ce que ça présente un intérêt? Je ne suis pas sûr, mais le résultat est plutôt joli. Voici, donc, là, c'est sur le développement de nouveaux capteurs. Dans le futur, dans ce qui va nous intéresser, c'est le LES. Donc là, on a monté un projet recherche et société en région avec de nouveaux partenaires, dont le BRGM, l'Université de Lille, un gros partenaire industriel qui est Hydrokarst, pour venir justement explorer cette zone en amont. Un projet européen pour venir méditerranéiser cette question-là. Donc là, on devrait répondre à l'appel ICT en février ou mars, là, avec le Portugal, l'Espagne, qui viennent nous rejoindre, et certainement un partenaire, ça c'est pas encore sûr, un partenaire au Liban. Et enfin, demain, je pars en Chine pour voir si on peut monter des collaborations avec ces 2 universités. Donc, a priori, les choses sont plutôt bien parties. Voilà. Merci Lionel. J'ai une question, et puis je vais profiter de l'arrivée de Georges d'EDF pour voir justement, quand on regarde effectivement ce type d'exploration, on peut aussi supposer toutes les canalisations qu'il peut avoir dans des barrages. Alors peut-être qu'on ne devrait pas utiliser ce type d'approche, hein, mais finalement, est-ce que d'avoir un robot autonome, peut-être de plus petite taille d'ailleurs, qui pourrait explorer en fait toutes ces canalisations pour pouvoir effectivement détecter un certain nombre de défauts d'une manière autonome, tu crois que c'est envisageable? Alors, c'est non seulement envisageable, mais c'est aussi demandé, et EDF, la DTG, nous a produit une lettre de déclaration d'intérêt là-dessus. Pour l'exploration de galeries, des gigantesques galeries là, qui traversent des vallées et qui réunissent des barrages, qui amènent l'eau surtout à des centrales hydroélectriques, notamment la galerie de Montpezat, 17 km, qui a 50 ou 60 ans d'âge, qui perd beaucoup d'eau, et qu'on ne peut pas actuellement explorer. On n'a pas le droit d'envoyer des plongeurs, puis sur 17 km, ce serait un suicide. Donc, effectivement, c'est une des sorties industrielles du projet, c'est que ces technologies-là, qu'on développe pour le karst, seront utilisables pour ces problématiques d'exploration au milieu confiné, que ce soit des barrages, que ce soit des galeries. Et c'est l'objectif de RITS, la spin-off qui se monte actuellement, qui va être de venir se saisir de cette techno-là et de venir proposer du service, et ça c'est un élément important pour l'exploration des barrages et des galeries. Donc RITS, partenaire du projet européen, donc on est en train de monter un consortium d'entreprises susceptibles d'avoir un impact sur cette question de l'exploration de galeries, mais on ne veut pas se limiter à ça. On a aussi l'ambition de rassembler tous ces gens-là et de monter une fondation internationale sur la problématique de l'exploration karstique. Le marché est là. On sait que cette problématique d'eau est une problématique fondamentale, sauf qu'on n'a pas les outils.
Pour l'instant, on a des grosses boîtes qui pourraient venir explorer la résurgence karstique qu'exploite le village du coin, mais pour des prix démesurés. Arriver à sortir un produit, un service plus exactement, un service qui permettrait pour un coût modéré de venir vérifier les volumes en présence dans ces réseaux karstiques, c'est un marché phénoménal sur lequel il n'y a actuellement personne. J'allais dire, c'est pas encore un marché parce qu'il n'y a pas d'outils. Et donc le but de cette fondation, c'est de venir évangéliser cet océan bleu. Pour l'instant, il n'y a rien, et il faut pouvoir y aller. C'est un enjeu fondamental. Et l'étape intermédiaire, c'est l'exploration de galeries et des structures immergées. Merci Lionel.